Si tu viens du circuit, tu penses probablement que la NASCAR, c'est tout simplement des gars américains qui ne font que tourner à gauche. Mais en l'occurrence, c'est beaucoup plus difficile à apprendre qu'il n'y paraît sur iRacing. Je me suis donc moi-même prêté à l'exercice, mais pas de n'importe quelle manière. De manière à vous présenter un guide sur comment bien débuter et vous éviter toutes les erreurs que l'on peut faire en tant que débutant. Je n'ai donc pas été seul pour travailler cette vidéo, j'ai passé un coup de fil. Un coup de fil à Michael, notre ancien responsable du pôle ovale sur iRacing, 7300 à son pic d'iRating en NASCAR, qui a même tenté, et c'est l'un des très rares français à avoir tenté les Pro Series en NASCAR, donc à rouler à 2 ou 3 heures du matin sur les horaires américaines. Bref, c'est l'un des meilleurs pilotes de NASCAR qui m'a aiguillé dans cette vidéo pour vous partager les meilleurs conseils si vous souhaitez vous lancer dans cette nouvelle discipline. C'est parti donc pour ce guide pour bien débuter la NASCAR. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Azetec Racing. Comme vous le voyez juste derrière moi dans le simu, on est équipé avec le Azetec Forte Bundle. Azetec Racing, c'est un équipementier de sim racing. Ils font des volants, des bases et des pédaliers situés dans le haut de gamme sur PC. Et Azetec Sim Racing organise à l'occasion de la Sim Racing Expo américaine le Ultimate Race Weekend. C'est un jeu concours où vous pouvez remporter pour 2 personnes vos places pour la Sim Racing Expo aux US. Voyage et hébergement inclus. Avec ceci, vous aurez vos places pour accéder au musée de la NASCAR, le Hall of Fame à Charlotte, puisque c'est le même week-end que le Coca-Cola 600, une des plus grosses courses du championnat de NASCAR, et vous gagnez évidemment vos places pour assister à la course le dimanche. Ça se passe où? Via le premier lien que je vous mets en description. Attention, 2 conditions d'éligibilité: avoir au moins 18 ans et être résident en Amérique du Nord. Un certain nombre d'entre vous sur la chaîne vivent là-bas, donc n'hésitez pas encore une fois à participer et bonne chance. C'est le premier lien dispo dans la description. Quand on parle de NASCAR, on parle d'une discipline qui est en fait le sommet de la chaîne alimentaire des courses sur ovale. Avant la NASCAR, comme lorsque vous êtes sur circuit, avant la F1, vous avez la F2, la F3, la F4, et vous avez un ladder, tout un tas de catégories avant d'arriver à la NASCAR Cup Series, qui est l'élite des courses sur ovale. Ce ladder, il est composé de différentes catégories. Vous avez, pour commencer, lorsque vous arrivez sur iRacing, la Street Stock. C'est là où vous allez démarrer lorsque vous êtes en catégorie Rookie. Vous pouvez ensuite monter sur l'Arca, puis le Truck, puis ce qui était anciennement la Xfinity, puis la Cup Series, qui est le sommet, encore une fois, de cette pyramide. J'évacue très rapidement la Street Stock puisqu'elle va vous permettre tout simplement d'avoir votre licence D, et je passe assez rapidement aussi sur l'Arca. L'Arca peut être une catégorie assez intéressante, on est sur des voitures qui sont pas trop puissantes, avec de l'appui aérodynamique, donc qui sont assez faciles à conduire. Par contre, effectivement, ça peut être un petit peu plus la jungle, forcément là aussi en termes de pilotage. Donc l'Arca, c'est pas là où vous allez apprendre le plus des subtilités sur ovale. La première vraie catégorie qui est intéressante, c'est le Truck avec le Truck Series. C'est une catégorie où les voitures sont plus puissantes et où vous avez pas mal d'aérodynamique, c'est-à-dire que vous pouvez rouler assez rapidement à fond. Ça va vous apprendre en fait à rouler en pack, ce qui est l'une des compétences les plus importantes lorsque vous êtes sur ovale, parce que littéralement tout le monde roule hyper serré, et on va parler souvent d'aérodynamique dans cette vidéo parce que c'est l'une des compétences principales à connaître et à comprendre en NASCAR. Une fois que vous avez passé la Truck Series, l'intéressante, donc anciennement Xfinity, la NASCAR O'Reilly, c'est l'équivalent de la Formule 2. Cette fois-ci, on est sur des voitures qui sont encore plus puissantes que les trucks, mais qui ont moins d'appui aérodynamique à équivalence de leur puissance. Donc c'est là où vous allez par contre apprendre beaucoup plus la finesse du pilotage. Le truck est très intéressant pour la bataille en peloton et la gestion de la course avec des adversaires en piste, là où la finesse de pilotage, elle va s'apprendre davantage sur la O'Reilly, avant d'arriver à la NASCAR Cup Series, où là, vous assemblez le tout. Il faut savoir rouler en pack, il faut savoir gérer les pneumatiques et gérer la finesse du pilotage que peut demander les courses sur ovale, et il va falloir savoir gérer l'aérodynamique. Bref, vous assemblez tout, et c'est ce pourquoi c'est la catégorie reine. Elles ont le plus d'aéro et le plus de puissance parmi toutes les catégories que j'ai évoquées. Donc si vous êtes nouveau et que vous cherchez à savoir exactement par quelle catégorie débuter et quoi acheter, la Truck c'est le plus important, et ensuite vous avez le choix de passer directement à la Cup Series ou à passer par la NASCAR O'Reilly, qui est l'équivalent de la F2. Ça va correspondre à votre style de pilotage et à vos propres envies, mais vous pouvez vous en sortir pour 2 catégories seulement qui vont vous apprendre la très grande majorité de tout ce que vous devez savoir.
Maintenant que vous avez choisi votre voiture et que vous savez comment s'articule la discipline, je vais parler de 4 bases qu'il faut absolument connaître avant de vous lancer en course, peu importe votre catégorie. Première base à connaître, la régularité bat l'héroïsme. Les courses sont plus ou moins longues selon les séries. Vous allez parfois devoir faire des arrêts au stand, tout dépend des catégories que vous allez choisir. Mais la constance, c'est le point super important, notamment parce qu'au départ, même si vous n'avez pas de pit stop, il va être important de savoir gérer les pneus et gérer votre course en peloton. Le bump draft, les petits bump to pass, etc. Tout ça, eh bien, ça va vous demander un petit peu d'expérience avant de le maîtriser. Et si vous êtes un peu chaud dans le field, que vous cherchez à faire des 3 de front, ne pas suivre du double fil ou que vous ne comprenez pas tout simplement les enjeux là-dessus, vous risquez de vous faire surprendre et de vous mettre dans des situations assez accidentogènes parce que lorsque vous avez décidé de prendre votre ligne, si quelqu'un vient vous déborder à l'intérieur ou à l'extérieur avec un train de voiture, parce que souvent c'est des trains de voiture pour bénéficier de l'aspiration et réussir à se passer les uns les autres, il va falloir parfois savoir être conservateur et gérer votre course parce que les pneumatiques sont l'une des composantes les plus importantes, si ce n'est la plus importante, quelle que soit la discipline en ovale. Justement parce qu'on parle d'ovale, on se dit que l'on peut tout le temps tourner à gauche de la même manière, mais il y a différents types de circuits ovales qui sont classés en fait par rapport à la distance et l'étendue, on va dire, du circuit. Vous avez donc les plus petits, ce sont les short track, en général ce sont des petits ovales. Ici, la ligne intérieure est absolument à privilégier, vous cherchez à parcourir la distance minimale et à maximiser vos vitesses d'entrée et de sortie sur les 4 virages ou 5 parfois qui peuvent composer le circuit. C'est souvent ces circuits-là qui font la différence au pilotage plus qu'à la stratégie et au jeu au peloton. Vous avez ensuite les circuits intermédiaires qui sont un peu plus étendus, là où cette fois-ci, eh bien, vous allez avoir moins de problématiques de technique de pilotage, mais ça va être le jeu en peloton et la stratégie qui vont faire la différence. Puis vous avez ensuite ceux qui sont les plus connus, l'exemple de Daytona, l'exemple de Talladega, ça c'est les super speedway où l'objectif c'est de rouler à fond les ballons. Lorsque vous avez bien des incidents, c'est souvent là où se déroule le fameux Big One, ce crash impliquant énormément de voitures en course, très impressionnant d'un point de vue spectateur et très coûteux côté mécanique. Il va être intéressant d'avoir fait l'apprentissage que je vous évoquais tout à l'heure en truck parce que lorsque vous allez arriver en Cup Series, autant vous dire que sur Talladega ou sur Daytona, il va falloir vous accrocher, maîtriser toutes les techniques que je vous évoquais tout à l'heure et dont on va parler un petit peu plus en détail dans la suite de cette vidéo. Troisième base à connaître super importante, l'aérodynamique est absolument partout en NASCAR et l'aéro est absolument partout, non seulement lié aux voitures mais surtout au pilotage et il faut savoir jouer de l'aérodynamique là-dessus. Quelques notions de base à connaître. Lorsque vous suivez une voiture qui est devant vous, cette voiture va vous aider à pousser moins d'air devant vous et donc vous allez gagner grâce à la force d'aspiration et vous rapprocher d'elle. Ceci étant dit, lorsque vous allez devoir prendre un virage, puisque vous avez moins d'air devant vous, eh bien vous avez aussi moins d'air qui vient solliciter votre splitter avant et donc votre appui aérodynamique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien si vous arrivez trop fort dans le virage, vous allez tout d'un coup sous-virer. Il faut donc anticiper cela avec la gestion de votre accélérateur, voire peut-être potentiellement du frein sur l'exemple des short track que j'évoquais tout à l'heure, pour vous éviter de perdre l'aéro sur l'avant. A l'inverse, vous pouvez également perdre l'aéro sur l'arrière et là c'est un petit peu plus fin. C'est si vous êtes devant et que le gars derrière est vraiment collé à vous. Votre aileron arrière ne fait plus son travail pour vous, mais pour le mec qui est derrière parce que son capot avant va complètement couper et annihiler ce qui se passe sur votre aileron arrière. Et ça, c'est des techniques utilisées par les pilotes les plus expérimentés en Pro Series, c'est-à-dire que vous allez littéralement avant le virage venir coller votre adversaire de manière à ce qu'il ait moins d'appui sur l'arrière, qu'il soit donc en difficulté dans le virage pour pouvoir prendre l'avantage en sortie. Alors c'est des techniques à bien maîtriser parce qu'effectivement si vous êtes derrière, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous risquez d'avoir de la perte aéro, donc il faut arriver à bien le timer et bien le jauger pour en profiter. Un autre effet que vous pouvez utiliser si vous avez du side draft, si vous êtes sur le côté d'une autre voiture, vous allez accélérer le flux d'air qui est sur l'aileron arrière de votre adversaire, puisque cette fois-ci vous n'êtes plus derrière mais vous êtes sur le côté et vous allez rediriger le flux d'air et les perturbations aérodynamiques sur le côté de la voiture, ce qui fait que vous allez accélérer le flux d'air sur son aileron arrière, vous allez donc le ralentir et vous allez bénéficier très légèrement d'une petite force d'aspiration parce qu'en fait lui dégage le flux d'air par son train avant et c'est ce qui fait que vous pouvez trouver des mecs complètement à l'arrêt à l'intérieur et prendre cette fois-ci l'avantage à l'extérieur d'un virage, une technique donc plus avancée et comme vous le voyez l'aéro, même si on n'a pas des ailerons comme sur une monoplace, ça peut avoir des effets dévastateurs à votre avantage ou à votre inconvénient selon si vous êtes à l'attaque ou à la défense. Enfin, quatrième base à connaître
connaître, elle concerne le frein en NASCAR. Il est uniquement là pour vous aider à placer l'avant de la voiture et gérer le transfert de charge. Le transfert de charge, super important lorsque vous vous inscrivez en virage, soit en relâchant l'accélérateur, soit en utilisant très légèrement le frein, ça dépend encore une fois de votre voiture et de la configuration du circuit ovale sur lequel vous êtes. Mais l'objectif ici, c'est de moins stresser possible les pneus à l'avant. Avoir un peu plus de subtilité, c'est ce qui va vous permettre de faire tenir vos pneus et c'est super important comme base à connaître avant de démarrer la NASCAR. Vous souhaitez progresser plus rapidement en sim racing, n'hésitez pas à nous rejoindre sur raceclutchcenter.com rubrique coaching. Et justement, puisqu'on fait une vidéo dédiée sur ovale et à la NASCAR, si vous seriez intéressé pour avoir des cours justement sur ces disciplines-là, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Rendez-vous sur raceclutchcenter.com rubrique coaching. Le lien est dispo dans la description. Bien, maintenant qu'on a parlé des bases à connaître, il faut qu'on parle des erreurs typiques des débutants. Je vous en ai parlé très brièvement tout à l'heure. La première erreur, c'est de rentrer trop fort dans le virage. Le réflexe que l'on peut avoir lorsque l'on vient notamment du circuit, c'est d'inscrire rapidement et de manière suffisamment vive le train avant pour bénéficier de tout l'appui aérodynamique. Le piège lorsqu'on est en NASCAR et l'étendue des ovales, c'est de vouloir lancer la voiture trop fort et d'être un peu trop brute sur les inputs. C'est pas forcément le volant qui va initialement vous donner la rotation, c'est plutôt le transfert de charge et le fait de ralentir la voiture et de l'asseoir sur son train avant. Le volant vient presque en deuxième application une fois que vous avez modulé votre vitesse et transféré la charge pour solliciter vos pneus avant. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lancer la voiture puis relâcher, donc vous allez davantage stresser le train avant et plus vous allez monter en termes de catégorie, donc en Cup Series où vous avez certes de l'aéro, mais du coup les pneumatiques c'est une donnée qui s'use très rapidement. Souvent la grosse différence sur un stint complet, lorsque vous avez beaucoup de tours sous green, donc sous drapeau vert, vous allez cramer vos pneus avant et là vous allez être arrêté dans le peloton. Ça va vous solliciter énormément de sous-virage et ça va accentuer ses effets avec les effets aérodynamiques dont on a parlé tout à l'heure, notamment de sous-virage en entrée. Bref, rentrer trop fort et ne pas gérer son transfert de charge et sa rotation à l'accélérateur mais plutôt au volant, c'est l'erreur typique du débutant. Donc pensez d'abord avec vos pieds avant de faire quoi que ce soit avec vos mains, même s'il n'y a simplement qu'à tourner à gauche. La deuxième erreur rebondit sur la première, c'est d'être trop agressif sur les inputs. Alors j'ai beaucoup parlé du train avant et du fait de rentrer trop fort en virage, le fait d'être trop agressif sur les inputs. Là ça va être cette fois-ci de relâcher trop fort d'un coup l'accélérateur, ou cette fois-ci si on passe du côté des pneus arrière, de mettre d'un coup l'accélérateur parce que vous sentez que vous êtes bien positionné. Vous allez mettre à fond l'accélérateur, ça va passer dans le premier tiers de sortie du virage et puis dans le deuxième et troisième tiers, l'aéro avec la prise de vitesse ne va pas arriver à faire l'ensemble du travail et c'est les pneus qui vont arriver à saturation sur le train arrière et là vous allez les détruire. Et autant vous dire que contrôler une glisse en même temps que vous êtes empaqué à quelques centimètres les uns des autres, il faut être plutôt fin dans les inputs, aussi bien du coup en entrée comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi en sortie. Et justement sur la reprise de la sortie, parfois selon les configurations, vous n'allez jamais réellement pouvoir mettre 100% de l'accélérateur avant de vous retrouver avec les roues droites. Et quand je dis les roues droites, pas forcément le volant droit, parce que lorsque vous êtes en NASCAR, votre volant a tendance à tirer sur la droite parce qu'en réalité, le but c'est d'avoir le volant le plus droit possible lorsque vous êtes à l'intérieur du banking. Ça aussi, ça peut être un peu déconcertant lorsque l'on vient du milieu du circuit. On a vu qu'il fallait donc faire attention à l'entrée, mais faire attention aussi en sortie. Le point général là-dessus sur ces deux erreurs de débutants, du fait d'être trop agressif en entrée ou en sortie, c'est que vous allez tuer vos pneus et vraiment c'est super important de garder du capital pneu parce que le capital pneu, c'est ce qui va vous permettre littéralement de naviguer plus facilement dans le peloton et de gérer vos remontées, soit à la stratégie, soit au racecraft lorsque vous roulez en paquet. Troisième erreur à laquelle on ne pense pas souvent lorsque l'on débute, c'est plutôt dans la configuration des super speedway, celle de ne pas gérer cette fois-ci la température de votre moteur. Il faut la penser comme ceci, un peu comme si vous gériez une batterie. C'est le parallèle que m'a fait Michael, notamment lorsqu'il m'a expliqué tout ça par téléphone, de vous dire que votre température moteur, c'est littéralement un capital de puissance que vous avez sur votre voiture. Et donc, si vous restez collé à quelqu'un, que vous lui faites du bump draft, vous limitez l'air qui passe dans le radiateur, donc vous allez surchauffer sans aller jusqu'au risque de faire exploser votre moteur, ce qui peut arriver si vous faites vraiment pas du tout gaffe à vos températures. Vous allez tout simplement perdre en puissance du fait de la surchauffe, donc de temps en temps prendre un petit peu de distance ou se décaler ne serait-ce que même d'une demi-voiture pour
pour faire rentrer de l'air frais sur la moitié du radiateur. C'est autant de capital de puissance disponible, et ça va être intéressant en super speedway, notamment parce que vous êtes tout le temps en paquet. Donc de temps en temps de se décaler, de faire rentrer un peu d'air frais, de mettre un tout petit peu de distance avec la voiture de devant et de pas toujours être au taquet, ça va vous permettre d'avoir un run, ce run qui peut vous permettre derrière de vous décaler à plusieurs voitures et de réussir à remonter dans le field. Parce que si vous gérez pas vos températures, vous allez être limité en termes de puissance, et 2, 3, 4 km/h, c'est ce qui peut vous permettre de littéralement passer 1, 2, 3, 4 voitures sur toute une ligne droite et dans les virages suivants. Donc pensez à gérer ce capital température moteur. C'est souvent négligé par les débutants parce qu'on a la tête à se dire mince, on est dans le peloton, c'est relativement serré, on a envie d'en découdre, mais parfois avoir un petit peu de gestion et savoir gérer sa course, même sur des formats courts qui vont durer 15-20 minutes de course, ça va avoir son importance. Ça nous est d'ailleurs arrivé en live sur la catégorie Draft Master qui est dispo sur iRacing. On a pris le petit push qui aurait peut-être pu nous permettre d'avoir un run à l'extérieur, mais vu qu'on n'avait pas très bien géré nos températures de moteur, ça nous a sorti sur la trajectoire extérieure. On n'a pas bénéficié de suffisamment de side draft, et finalement c'est le mec de derrière qui s'est remis à l'intérieur et on a terminé 3ème au lieu d'avoir peut-être un run pour la première place en fin de course. Et ça, c'est uniquement dû au tour précédent à la gestion de la température de moteur, donc pensez-y. Maintenant, pour aller plus loin, on va voir comment gérer sa course comme un pro et parler de différentes procédures de course ou moments qui peuvent vous permettre de faire la différence en piste entre une 10e place, être impliqué dans un Big One ou la victoire. Gérer votre fuel, ça va être quelque chose d'essentiel sur Oval, quelque chose dont on n'a pas l'habitude évidemment quand on est débutant, qu'on a tendance à essayer d'être dans le paquet et à toujours être dans le coup en course, mais toujours être dans le coup en course, ça passe par la gestion de votre carburant. Vous allez pouvoir par exemple parfois jouer sur l'embrayage pour laisser rouler la voiture, ou tout simplement jouer sur le lift and coast, donc le fait de relâcher l'accélérateur avant de rentrer en virage sans forcément penser aux freins. Ça dépend encore une fois de la configuration du circuit. Si vous êtes en short track ou en super speedway, vous n'allez pas utiliser les freins sur l'un ou sur l'autre, mais surtout le fait de gérer l'essence, c'est en fait essentiel pour vous ouvrir un panel stratégique plus important, parce que sur Oval il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir un jaune, donc un yellow flag, qui va vous mettre sous régime de safety car. Il va falloir à ce moment-là piter ou pas forcément. Bref, pour gérer tout ça, le fait de conserver et d'être attentif à la gestion de votre carburant, c'est super important, parce que lorsque vous allez devoir vous arrêter, si vous avez plus d'essence dans votre réservoir au moment où vous vous arrêtez, forcément c'est le changement de pneu qui va primer et vous allez mettre moins de temps pour atteindre la capacité maximale de votre réservoir. Donc vous allez pouvoir gratter des places au moment du pit stop. Et puis si la course se passe davantage sous green et que vous n'avez pas tant d'incidents que ça va vous permettre d'ouvrir votre stratégie, de penser overcut ou undercut en fonction de l'usure que vous avez, et surtout de vous assurer que si vous avez un dernier relais sous green, que vous n'ayez pas à repiter une dernière fois, parce qu'effectivement vous allez perdre beaucoup plus de temps à repiter qu'à chercher à économiser du fuel et jouer le fait d'avoir un dernier relais complet entier sans qu'il n'y ait de yellow. Du coup vous allez vous retrouver en tête dans les 2-3 derniers tours de la course, peut-être là où les autres vont devoir s'arrêter. Un pit stop, ça va vous mettre un voire peut-être 2 tours derrière. Puisque l'on parle des pit stops, c'est la deuxième sous-partie. Lorsque vous êtes sous jaune, il peut être intéressant effectivement de vous arrêter, mais pas à n'importe quel prix. Et là, il faut faire attention à quand est-ce que vous pitez. La partie d'avant, je vous parlais de la gestion d'essence, de manière à justement ne pas piter trop tôt et vous retrouver dans la situation où vous allez vous arrêter et là tombe un yellow et là vous êtes dans une situation un peu dans la panade, parce que finalement tout le monde est repassé devant vous, vous êtes peut-être un voire 2 tours derrière, et là typiquement c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? En général, piter sous jaune, c'est vrai que la majorité des pilotes le font, notamment lorsque vous êtes en milieu, voire plus ou moins en fin de stint. Ça va vous permettre bien de remettre des gommes fraîches, et c'est vrai que si vous repartez et que vous cherchez à faire un restart avec des gommes très usées par rapport aux autres, ça risque d'être difficile de suivre le fil, de bénéficier de l'aspiration et donc d'économiser l'essence. Bref, vous êtes complètement décalé en termes de stratégie. Le truc le plus compliqué, c'est lorsque vous êtes en tête de course, d'arriver à le jauger. Si beaucoup décident de ne pas boxer et que vous décidez de piter, là le field vous a feinté. Ça va être un pari, encore une fois, en fonction de votre stratégie globale de course et du nombre de tours qu'il va rester si vous êtes dans cette situation. Sinon, de manière générale, vous suivez tout simplement ce que fait le field. Si quasiment tout le monde boxe et que ça ne va pas réellement changer votre position, vous n'auriez pas d'intérêt à ne pas prendre des pneus froids. Si vous êtes arrivé un tour derrière, à ce moment-là, vous ne boxez pas. Vous allez pouvoir bénéficier des procédures dont on va parler juste après, notamment du wave around ou du lucky dog. Alors là, je viens de parler de lucky dog et de wave around. Si vous êtes sur circuit, ça doit pas du tout vous parler. Le lucky dog, c'est quoi? C'est la première voiture qui est en fait
à un tour si les voitures de tête sont juste derrière la safety car. Vous avez l'occasion de vous dédoubler. Autrement dit, si vous voulez être parfaitement calé et bénéficier du Lucky Dog, il faut être la première voiture à un tour par rapport à la voiture de tête. Le wave around, lui, tout simplement, c'est que la règle est la suivante lors du restart, c'est toujours la voiture de tête qui doit être juste derrière la voiture de safety car. Ça veut dire que si vous avez des voitures qui sont à quasiment un tour devant la voiture de tête, sur le deuxième tour de la procédure de safety car, elles vont pouvoir passer la safety car et se remettre à l'arrière du field. Par contre, si vous êtes effectivement vous-même derrière la voiture de tête mais que vous êtes quand même à plusieurs tours, si vous êtes le Lucky Dog, c'est-à-dire que vous êtes juste derrière, vous avez de la chance. Par contre, si vous êtes derrière à ce moment-là, vous êtes un petit peu de la b****, hein, il faut le dire, parce qu'à ce moment-là, vous êtes à un tour mais vous êtes coincé littéralement derrière les leaders et derrière un certain nombre de pilotes qui sont derrière vous. Et c'est là que ça implique et se mélange toutes les stratégies en fonction de tout ce qui s'est passé en course. Parfois, vous pouvez avoir le coup de bol lorsque vous êtes en tête d'avoir des voitures qui soient littéralement derrière vous. Et ça, si vous avez décidé de ne pas vous arrêter et le fil derrière a décidé de s'arrêter, ça peut vous aider justement à conserver votre position selon le nombre de tours qui reste. Donc comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup de variables et beaucoup d'éléments entre le fuel, entre les yellows, entre le nombre de personnes que vous allez intercaler entre vous dans le peloton à prendre en compte pour construire votre stratégie en NASCAR et surtout être capable d'être réactif sur les bases d'un plan stratégique qui va forcément changer du fait des faits de course. Avant-dernier point pour gérer votre course comme un pro, justement on a parlé de yellow, il va falloir gérer les relances. Désormais vous avez une zone de restart pour gérer ces relances là, donc qui est littéralement une certaine bande déterminée sur la piste lorsque vous êtes le leader et vous devez réaccélérer à l'intérieur de cette zone là. Donc si vous n'êtes pas trop loin du leader et que le gars décide de relancer la course un peu à la fin de la zone, vous allez pouvoir prendre un tout petit peu d'élan supplémentaire et ça va vous permettre d'avoir un run et de pas vous faire surprendre à la relance, de réussir à l'anticiper. Quoi qu'il en soit, les règles à la relance sont la suivante: vous ne pouvez pas dépasser par la gauche à la relance, vous devez impérativement dépasser par la droite si vous souhaitez dépasser avant la ligne de départ arrivée. Si vous souhaitez dépasser après la ligne de départ arrivée, vous pouvez le faire à gauche ou à droite. Le seul truc, c'est simplement de ne pas dépasser par la gauche avant cette fameuse ligne de départ arrivée, sinon vous allez vous prendre une pénalité. Point d'attention par contre, si vous n'êtes pas proche, pas dans les 5-6 premiers, mais que vous êtes plutôt au milieu de peloton, voire en fin de paquet, à l'effet accordéon. Au moment de la relance, tout le monde va arriver à se relancer et tout le monde va essayer de suivre, sauf que certains n'auront pas suivi, vont arriver trop vite, donc vont ralentir et vont réétendre l'accordéon. Et ces effets d'accordéon là, c'est typiquement là où se créent les problèmes et les crashs au restart. Pensez à conserver une certaine marge de sécurité, pensez peut-être à vous décaler légèrement d'une demi-voiture pour voir ce que font les leaders, ou en tout cas anticiper 4 à 5 voitures devant vous. S'il n'y en a pas déjà qui sont en train de ralentir parce qu'ils ont réaccéléré trop fort, pensez donc à ça et à cette petite astuce lorsque vous gérez vos relents. Dans cette dernière partie, je vous dresse mon propre bilan et mon expérience d'être passé sur Oval parce que j'ai trouvé ça extrêmement fun. Ça a été super intéressant, notamment d'apprendre tous les conseils qu'a pu me partager Michael pour gagner en raccourci et apprécier davantage la discipline sur Oval. C'est beaucoup plus fin que ce que j'aurais pensé initialement. Franchement, c'est carrément fun, hein. Le fait de rouler en paquet, plus les bons gros V8 américains, c'est quand même assez satisfaisant en termes de son. C'est pas non plus quelque chose de si prise de tête que le circuit, je dirais, en termes d'accessibilité. Alors pour arriver à être fin et performant, ça vous demandera de l'expérience. Là aussi, le ladder est super intéressant. J'ai vraiment commencé par le truck et j'ai skippé l'Arca et la Rookie Class le plus rapidement possible. C'est là où vous allez apprendre de la manière la plus sereine et moins prise de tête possible. Je repasserai un coup sur la O'Reilly, mais je suis directement passé à la NASCAR Cup pour ma première expérience parce que j'avais envie d'aller dans la grande catégorie et ça m'a permis, avec mon petit rating sur Oval, de prendre du plaisir sans me prendre trop la tête, mais de quand même expérimenter les finesses qu'on a évoquées sur l'aéro, sur la gestion du carburant, sur la gestion de la course en peloton et la gestion des pneus. Donc j'emploie souvent le mot gestion, je pense, dans cette vidéo, mais c'est vraiment quelque chose qui est ressorti. Moi j'aime beaucoup ça déjà sur la catégorie circuit, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'endurance et du coup j'ai sur ce terrain-là beaucoup apprécié mon expérience sur Oval jusqu'à arriver à la NASCAR. Si vous souhaitez progresser avec une ligue française, je leur fais un petit coucou, l'IFRN. C'est là où on avait une équipe à la Race Clutch qui a très bien performé avec justement Michael, Cyril, Jean-Baptiste que vous voyez parfois
fois passer en stream. C'est le meilleur moyen d'expérimenter l'Oval sans vous prendre la tête dans une ligue qui est sanctionnée. Donc n'hésitez pas à passer là-bas, je vous mettrai le lien de leur site web dans la description. Merci à Zetec Racing d'avoir soutenu et sponsorisé cette vidéo. Je vous le rappelle, je concours pour ceux qui sont situés en Amérique du Nord et qui sont passionnés de NASCAR, l'Ultimate Race Weekend, pour tenter de gagner vos places pour la Sim Racing Expo et pour le NASCAR Coca-Cola 600. Un très beau lot, je vous mets encore une fois le lien, c'est le premier dans la description. Si vous souhaitez progresser sur iRacing et faire progresser votre iRating maintenant, je vous conseille de consulter la vidéo qui va s'afficher juste ici. Et puisque vous m'avez vu rouler en gants, histoire de protéger le Azetec Forte, notamment la roue en Alcantara, je vous recommande la vidéo qui va s'afficher juste ici.